ça, Michael Jackson aurait composé les musiques de Sonic 3. Une histoire qui aura été pendant longtemps une légende et qui aura fait jaser aussi bien la communauté geek que celle jacksonienne. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le King of Pop avait vraiment réalisé ces musiques? Et si oui, pourquoi n'a-t-il jamais été crédité? Et surtout pourquoi ça n'a jamais été évoqué aux yeux du grand public? C'est ce à quoi nous allons répondre aujourd'hui au travers de cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi cette dernière collaboration a marqué la rupture définitive entre Michael Jackson et Sega qui n'en était pas leur premier projet. Comme vous le savez, ils avaient déjà travaillé ensemble pour le jeu Michael Jackson Moonwalker sorti en 1988 sur Mega Drive. D'ailleurs, on en avait déjà parlé sur la chaîne avec mon ami Biggie de la chaîne YouTube Big Cam Gaming, que je salue au passage et que j'embrasse. Il avait également participé à la conception d'un simulateur appelé Scramble Training où Michael Jackson interprétait le commandant de bord. Welcome everyone to Scramble Training. I am your flight officer commanding the A Shuttle. I am Commander Jackson. Mais en ce qui concerne Sonic 3, ce qui avait véritablement lancé la rumeur, c'était le crédit final qui ressemblait étrangement à une des chansons les plus connues de Michael Jackson. Je parle en l'occurrence de Stranger in Moscow. Allez, je vous donne un petit peu de contexte, replongeons-nous directement dans la conception du jeu Sonic 3 et vous allez comprendre que toutes les décisions que Sega a prises ont eu un impact direct autour du conflit avec Michael Jackson. Le jeu Sonic 3 voit le jour sur Mega Drive en 1994 et comme son titre l'indique, c'est le troisième opus des aventures du célèbre Hérisson Bleu. Et pour ce jeu, son créateur Yuji Naka voyait les choses beaucoup plus grand. Toujours dans une dynamique de proposer mieux que les opus précédents, il travaille sur près de 14 zones de jeu. Ce qui bien évidemment représentait un travail colossal pour les équipes. Mais c'est pas tellement la charge de travail qui fait peur aux équipes, mais plutôt le laps de temps qu'ils ont pour pouvoir réaliser cette ambition. Étant obligés de respecter une deadline précise pour la sortie du jeu, car en réalité, si Sega est autant insistant pour sortir le jeu rapidement, c'est parce qu'ils avaient passé un partenariat avec McDonald's. Le deal avec McDonald's étant de pouvoir proposer une gamme de jouets Sonic accompagnée des Happy Meal dont la date de sortie était déjà prévue. Where do the stars of Sega Sonic 3 go when the game's over? Sonic? Are you guys in there? Hey, here's a hint. They're at McDonald's in the $1.99 Sonic 3 Hamburger Happy Meal. Sonic launches with a push of a button. Tails flies who knows how high. And Robotnik barely dodges disaster. There's even this sweepstakes thing. Donc Yuji Naka est un petit peu obligé d'accélérer la cadence. Mais les faits sont là et le jeu ne pourra jamais être prêt à temps. C'est alors que Yuji Naka prend une décision radicale sous l'aval de Sega et décide de scinder le jeu en deux parties. Le premier jeu sort officiellement sous le nom Sonic 3 comme la suite légitime des deux premiers volets. New Sonic 3 is now available at a store near you. Sega! New Sonic 3 game cartridge and Sega Genesis sold separately. Permettant à Sega de proposer la suite du Hérisson Bleu dans les temps impartis, en vue de leur partenariat avec McDo. 10,000 lucky folks who win free Sonic 3 cartridges. So if you're still looking for Sonic and his friends, I need to report a missing hedgehog. take the kids to McDonald's, where what you want is what you get. Seulement l'accueil du public est assez mitigé et le principal reproche étant la durée du jeu qui était extrêmement courte par rapport à d'habitude. Et donc en totale opposition avec ce qui était prévu initialement, mais que les fans de la licence se rassurent. Car pour Yuji Naka, c'est une autoroute de temps qui s'offre à lui, pouvant développer les zones manquantes qui seraient proposées dans un autre jeu, la fameuse deuxième partie, Sonic & Knuckles. Sega presents one champion of good, one pawn of evil. It's Sonic & Knuckles. Et là, je sais ce que vous vous dites, mais pourquoi il nous raconte tout ça et c'est quoi le rapport avec Michael Jackson? Mais vous inquiétez pas, je vais y venir, car vous allez voir que ça a énormément d'importance pour la suite. A noter que le jeu Sonic & Knuckles a une singularité par rapport à tous les autres jeux Mega Drive. Il va utiliser une technologie unique qui n'a d'ailleurs jamais été réutilisée par Sega, le Lock-On. Game ever. It also comes with lock-on technology. Plug in Sonic 3 for 34 megs of power, new worlds and surprise endings. Sonic & Knuckles with lock-on technology, only on Sega Genesis. Une technologie qui permet de pouvoir associer une autre cartouche Mega Drive sur le jeu, permettant alors de connecter la cartouche Sonic 3 sur Sonic & Knuckles et ainsi débloquer énormément de bonus.
Vous aviez également la possibilité de relier le premier et le deuxième volet Sonic, ce qui donnait la possibilité d'avoir Knuckles en personnage jouable. Plug in Sonic 2 and use Knuckles to play in a whole new way. Cette technologie offre donc un aspect ludique, original, inédit, mais c'est elle qui va être à l'origine du conflit entre Michael Jackson et Sega. De son côté, Michael Jackson n'en est pas à son coup d'essai pour ce qui est de développer de la musique pour un jeu vidéo. Car rappelez-vous que pendant le développement de Moonwalker en 1988, Tu te prends pour Michael maintenant? Tu choisis Moonwalker? C'est parti! Tu t'appelles peut-être Michael, mais pas encore Jackson. Sega, c'est plus fort que toi. car rappelez-vous que pendant le développement de Moonwalker sur Mega Drive, il s'était beaucoup investi avec les équipes pour retranscrire au mieux ses chansons les plus connues en 16 bits, et pouvoir non seulement les intégrer à la version Mega Drive, mais également à la version Master System en les adaptant en 8 bits. Ceci pour les enfants qui n'avaient pas forcément les moyens de s'offrir une Mega Drive. L'objectif pour Michael Jackson étant bien sûr que ses chansons en restent les plus fidèles possibles. Et c'était d'ailleurs extrêmement bien réussi, écoutez ça. Mais il faut dire que pendant le développement de Moonwalker, la collaboration entre Michael Jackson et Sega battait son plein et se passait extrêmement bien. Les demandes de Michael Jackson avaient été satisfaites par Sega, et de leur côté, Sega avait vraiment apprécié l'humilité de Michael Jackson à leur égard concernant le développement. Les bonnes relations sont au beau fixe, et a priori tout porte à croire pour les deux parties qu'une nouvelle collaboration pourrait être tout autant fructueuse au vu par la suite du succès de Moonwalker. C'est donc naturellement que Sega propose à Michael Jackson de travailler sur la bande originale de leur mascotte préférée. Mais il faut bien comprendre cependant que la démarche de cette nouvelle collaboration offre des pôles inversés par rapport à Moonwalker. Dans la mesure où en 1988, c'était Michael Jackson qui passait commande à Sega pour leur commander un jeu où il serait le héros. Mais cette fois-ci, c'est Sega qui passe commande auprès de Michael Jackson, donc forcément, sa vision artistique devait se substituer aux exigences de Sega. Et la deuxième différence importante, c'est que cette fois-ci, Michael Jackson devait proposer de nouvelles compositions, et non pas réadapter des titres déjà célèbres. Donc de son côté, Michael Jackson avait aussi ses exigences quant à la qualité de diffusion des morceaux qui allaient être associés à son image. Donc Brad Buxer et Michael Jackson vont se mettre au travail pour bosser sur les compositions. Avec leur méthodologie habituelle, c'est-à-dire que Michael Jackson propose des instrumentales en beatbox et que Buxer va retranscrire sur son piano. Alors qu'ils sont en voyage à Moscou pour la tournée du Dangerous Tour, Brad Buxer travaille sur quelques compositions dans sa chambre d'hôtel. Il se hâte d'aller voir Michael Jackson pour lui en proposer une, et cette composition ne vous est certainement pas inconnue. Les crédits de fin de Sonic the Hedgehog 3, et c'est dans la même tonalité et ça a les mêmes accords. Et c'est, vous savez, je le joue comme vous le feriez dans un jeu vidéo, donc ça sonnait comme ça. Cette fameuse composition que nous avons évoquée plus tôt va devenir plus tard l'instrumental de Stranger in Moscow. Mais si vous voulez plus de détails, la vidéo sur Stranger est dispo ici. Michael Jackson et Brad Buxer vont ainsi élaborer plusieurs titres que Buxer va présenter à Sega. Et les chansons qui sont livrées ne sont bien sûr pas sans rappeler pour la plupart de célèbres chansons de Michael Jackson, dont voici quelques exemples. On a le Carnival Night Zone qui rappelle James, le Minor Boss Theme qui rappelle l'instrumental de Ghost, mais également celle de Is It Scary, présente dans le court-métrage Ghost. Et certains vont voir quelques similitudes avec Ice Cap Zone et Who Is It. On a Azure Lake qui nous fait penser à Black or White. Ou encore Knuckles the Echidna qui nous fait penser au drum de Blood on the Dance Floor.
C'est donc une opportunité folle de voir deux grands noms de la pop culture se réunir pour une seule et même œuvre. Michael Jackson avec Sonic the Hedgehog. Mais nous sommes malheureusement en 93 et cette année va faire parler de Michael Jackson pour bien d'autres raisons. L'affaire Chandler qui éclate est un raz-de-marée pour Michael Jackson, son sponsor emblématique Pepsi le lâche et sa tournée s'arrête. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails sur l'affaire Chandler, la vidéo est dispo ici. Et bien évidemment, Sega va commencer à avoir de sérieuses réticences à associer le nom de leur nouveau jeu à celui de Michael Jackson. Et va donc user de stratégie pour désamorcer cette situation et pouvoir écarter le nom Michael Jackson de leur projet Sonic 3. Alors ce que je m'apprête à vous dire là, c'est bien évidemment l'interprétation de chacun des parties. Mais dites-vous une chose, c'est que la vérité est très souvent au milieu. Revenons un peu en arrière. Je vous ai évoqué tout à l'heure la nouvelle technologie utilisée pour Sonic & Knuckles, le fameux Lock-On. Et quand on y réfléchit, c'est vrai que le développement de cette technologie pour Sega est assez étrange. Ayant un an plus tôt déjà développé une technologie importante pour une bien meilleure qualité de jeu. Une périphérique à la Mega Drive qui s'intitulait le Mega CD. Et en réalité, si Michael Jackson avait accepté sa participation à Sonic 3, c'est principalement parce que cette technologie existait. Il comptait sur cette périphérique, sachant qu'il pourrait proposer ses compositions avec une qualité auditive à la hauteur de son perfectionnisme. Mais contre toute attente, Sega décide finalement de sortir son jeu Sonic 3 en format cartouche, et non pas pour le Mega CD. Mais d'un côté, cette décision de Sega semble pragmatique dans la mesure où tous les joueurs ne sont pas forcément équipés du Mega CD, celui-ci étant assez onéreux à l'époque. Il était donc évident que pour viser un public plus large, Sega devait proposer le jeu en cartouche. Cependant, pourquoi ils n'ont pas proposé deux versions ? Une version CD et une version cartouche. Car avant Sonic 3, Sega avait déjà proposé un jeu Sonic sur Mega CD, intitulé sobrement Sonic CD, sorti en 1993, qui intégrait à la licence pour la première fois l'antagoniste Metal Sonic. Et pour le coup, je voulais juger de la qualité sonore du Mega CD grâce à cette magnifique cinématique du jeu Sonic CD. Et donc du côté de Michael Jackson, c'est la douche froide, car il ne voulait certainement pas que ses compositions soient réduites au simple 16 bits, ne rendant alors pas honneur à sa musique. Le chanteur va même suspecter Sega de l'avoir fait exprès pour obliger le chanteur à casser leur contrat. C'est alors que Michael Jackson prend une décision radicale, il ne veut pas être crédité sur le jeu. Ce que Sega va accepter, mais en utilisant tout de même les morceaux qui avaient été livrés ayant total droit dessus selon leur contrat, mais créditant bien tout de même Brad Buxer. Mais comme je vous le disais plus tôt, je suis pas forcément certain que Sega avait fait ce choix pour évincer Michael Jackson. Je pense que leur stratégie était vraiment de pouvoir vendre Sonic 3 de manière plus large et ne pas se restreindre uniquement à un public de niche qui aurait fait acquisition du Mega CD. Par contre, je pense effectivement que cela tombait plutôt bien pour eux. Pouvant alors se servir du perfectionnisme de Michael Jackson pour qu'il s'efface de lui-même du projet et ainsi protéger leur nom à l'époque. Et de son côté, je pense que Michael Jackson a eu raison de se désolidariser du projet. Traversant une des périodes les plus compliquées de sa vie, il avait besoin de partenaires loyaux pour le soutenir. À côté de ça, il est intéressant de voir que malgré tout, cette collaboration gardée secrète pendant plus de 10 ans aura laissé courir bon nombre de théories jusqu'à ce que l'info soit officialisée par Brad Buxer lui-même dans une interview qu'il avait accordée au magazine français Black & White. Indiquant alors « Je n'ai jamais joué au jeu, je ne sais pas ce que les développeurs ont gardé comme morceaux sur lesquels Michael et moi avions travaillé. Mais nous avons bel et bien composé la musique du jeu. Michael m'a appelé à l'époque pour lui donner un coup de main sur ce projet et c'est ce que j'ai fait. Et s'il n'est pas crédité pour avoir composé cette musique, c'est parce qu'il n'était pas content du résultat sonore qui sortait de la console. Il n'a donc pas voulu être associé à un produit qui dévalorisait ainsi sa musique. Voilà, maintenant vous connaissez toute l'histoire. Mais aujourd'hui, je trouve ça juste sympa de se dire que Michael Jackson a participé à une des plus grosses licences de jeux vidéo qui existent. Il avait vraiment élargi sa palette de propositions jusqu'à avoir touché le jeu vidéo de près, et il est vrai que c'est assez amusant de jouer à Sonic 3 tout en essayant de trouver les morceaux sur lesquels Michael Jackson a sans doute participé. Je vous laisse d'ailleurs me dire dans les commentaires si vous avez réussi à en choper. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.